Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, c'est Viva Culture. Alors vous avez compris que nos rendez-vous maintenant seront réguliers. Nous nous retrouvons toutes les semaines le dimanche à 11h pour une durée d'une demi-heure. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur notre actualité. Au Havre, ça a été la semaine dernière le forum de l'économie positive et je voudrais revenir sur une table ronde qui a eu lieu au Volcan qui s'intitulait l'entrepreneuriat féminin à la proue de l'économie positive territoriale et vous entendrez à la fin de l'émission mon entretien avec deux étudiantes en master. L'actualité est effectivement aux femmes puisque le 2 octobre a eu lieu la journée nationale des femmes entrepreneurs. Le 6 octobre, c'était le Women's Forum. Et effectivement, l'air du temps, c'était de pointer du doigt les difficultés pour les filles, soit de faire des études scientifiques, soit de choisir des métiers dits masculins ou du moins dans un monde d'hommes, parce que souvent les commentaires sont plutôt sexistes, les comportements sont misogynes. Alors il suffit que nous allions regarder le film de Tony Marshall qui s'intitule Numéro 1. Emmanuelle DeVos joue le rôle d'une femme qui aimerait faire carrière et qui est en but à ces difficultés-là. D'autres points sont tout à fait positifs, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que la mixité améliorait la performance des fonds de capital risque, par exemple, et il n'y a pas assez d'embauches, alors que tout l'écosystème de l'innovation se porterait beaucoup mieux s'il y avait plus de femmes. De même, on a un mouvement d'hommes qui s'intitule le mouvement Jamais sans elles, qui a été créé par des dirigeants. Ceux-ci refusent désormais de participer à des événements si des femmes n'y sont pas associées. Nous allons écouter une chanson de Nina Simone qui date de 1968. Elle s'intitule Ain't Got No, I Got Life. Et dans cette chanson, elle dit, et c'est assez jubilatoire, j'ai pas de maison, j'ai pas de chaussures, j'ai pas d'argent, j'ai pas de classe, j'ai pas de mère, j'ai pas de culture, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amour, j'ai pas de nom. Mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai mon cerveau, j'ai mes oreilles, j'ai ma bouche, j'ai mon sourire, j'ai mon cœur, j'ai mon âme, j'ai mon dos, j'ai mes doigts, j'ai mes jambes, j'ai la vie. J'ai ma liberté, j'ai la vie. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts,
remercie Serge Renaud pour son éclat d'histoire. Bonjour. Octobre 1947, octobre 2017, encore une commémoration, encore un anniversaire, eh bien oui, celui précisément du 70e printemps de la création en France des centres dramatiques nationaux. Mais en quoi diriez-vous que l'histoire culturelle du Havre serait ici partie prenante ? Le Havre, cette ville de peintres, serait-elle également une ville de théâtre ? En septembre 1944, le Grand Théâtre du Havre est devenu décombre. 3 ans plus tard, un projet de reconstruction d'un théâtre expérimental à matériaux légers peut apparaître comme révélateur des utopies culturelles de la libération. L'initiative en revient, on le sait, à Francis Meillet, responsable fédéral du syndicat des musiciens, dont la proposition reçoit immédiatement le soutien des artistes havrais de Paris, Dufy, Braque, Salacrou, René Alix, Germaine Kerjean. Il sera pourtant abandonné 2 ans plus tard, faute de crédit. Commence alors pour le Havre la longue litanie des projets de reconstruction de son théâtre. En France, pour autant, la vieille tradition d'un théâtre populaire a été incarnée à la Libération par Jeanne Laurent, sous-directrice des spectacles au sein de la Direction générale des arts et lettres, que dirigeait alors Jacques Jaujard. Grâce à l'appui de Pierre Bourdon, éphémère ministre des Arts et Lettres au sein du gouvernement formé par Ramadier, une politique en faveur du théâtre est alors mise en œuvre, non seulement dans l'esprit, c'est-à-dire dans la belle tradition du théâtre populaire, celle de Jacques Copeau, celle de Firmin Gémier, celle de Jacques Chancerelle, mais surtout dans la lettre, et notamment les projets de réforme que Charles Dulin avait pensés et établis pour le Front populaire en 1937. C'est-à-dire un système cohérent de décentralisation théâtrale, mais un projet dont la guerre évidemment allait interrompre la réalisation. À la Libération, Jeanne Laurent a donc mis en œuvre ses projets de décentralisation théâtrale sous la forme des centres dramatiques nationaux qu'elle installe en province, tandis qu'elle favorise la création dramatique avec la création de l'aide à la première pièce. Le Centre dramatique de l'Est est créé à Strasbourg en 1946, la Comédie de Saint-Étienne est créée avec Jean Dasté en 1947, un centre dramatique de l'Ouest est installé à Rennes, puis ce sera le sort de la Comédie de Provence à Aix avec Gaston Batty. Planchon occupe alors le théâtre de Villeurbanne. À Tourcoing, le Centre dramatique du Nord sera dirigé par André Rébaz. Cerise sur le gâteau, en quelque sorte, Jean Villard fonde en 1947 le premier festival d'Avignon, puis crée à Paris le TNP. Il s'agit pour lui, en effet, et selon ses propres termes, de réunir, à travers la communion dramatique, le petit boutiquier de Suresnes et le haut magistrat, l'ouvrier de Puteaux et le professeur agrégé. Si cette grande tradition retrouvée a pu être perpétuée avec l'ambition de la résistance, elle sera pourtant interrompue en 1952 par une 4e République démissionnaire en matière artistique. Tels sont d'ailleurs les termes mêmes de l'ouvrage polémique de Jeanne Laurent. En fait, et de façon inexorable, le mouvement était pourtant bel et bien lancé. Il sera amplifié en 1959 avec la création du ministère des Affaires culturelles.
diffuser les œuvres de l'esprit, encourager la création, amplifier un processus de décentralisation théâtrale déjà en cours, tel sera l'objectif de la politique de décentralisation culturelle incarnée par les maisons de la culture. Et c'est d'ailleurs là que nous retrouvons Le Havre. Nous sommes en 1961. Au programme de l'inauguration du musée Maison de la Culture du Havre, le 24 juin, la création théâtrale figure à côté des expositions et autres programmes musicaux et cinématographiques. 1000 francs de récompense, la pièce de Victor Hugo, est jouée en première mondiale par la troupe d'Hubert Gignoux, directeur artistique du Théâtre de l'Est. 2 mois plus tard, c'est le Centre dramatique du Nord, dirigé par André Rébaz, qui vient présenter au cinéma ABC Boulevard Durand, le drame d'Armand Salacrou, qui sera d'ailleurs donné à nouveau à Franklin. Le même André Rébaz donnera à cette époque des conférences sur la création dramatique à la Maison de la Culture et présentera régulièrement ses créations au cinéma ABC. L'élan, on le voit, était donc donné. À côté du manteau d'Arlequin et des classes d'art dramatique du conservatoire, vont alors fleurir de jeunes compagnies. Le Tableau Gris en 1963, les Baladins d'Ingouville en 1965, bientôt la Salamandre, et puis ses nombreux épigones. Bonjour Anne-Lise, voici ton instant de poésie. Bonjour Isabelle, aujourd'hui je vais vous parler de Lara Dopf. Lara Dopf est arpenteuse. Née en 1989, elle a créé les éditions Floem pour avoir la liberté d'offrir un écrin à ses poèmes. Le phloème, dérivé du mot grec phloios, qui signifie écorce, correspond au tissu conducteur de la sève chez les plantes vascularisées. Lara arpente les villes telles des tissus phloémiens. Elle a parcouru ainsi pendant des mois, plusieurs heures par jour, les kilomètres de bitume du Havre pour déposer sur le papier ses impressions. Je vais vous lire aujourd'hui un poème extrait du recueil Avoir un Havre. Étymologie. Aujourd'hui, j'aimerais être enceinte. Mes seins gonflés, ou peut-être les fantasmes, aiment-ils prendre la vision d'assaut? Je suis devant cette scène palpable d'un Havre bleu azurien. Je l'espère après Honfleur, et une bonne longueur de côte, je devine, ou plutôt j'aime à deviner Deauville. Maison mitoyenne, où j'aimerais planter mon pinceau. À abreuvoir imaginaire que je rassemblerai en un espace sur mon mur. Ponts et canaux,
qui me perdent entre ton lieu et ta jumelle, Trouville. Nom mystérieux rattaché au domaine rural, mais dans sa course à l'étymologie, la langue de la rue vient déranger sa tendance, mais seulement de l'extérieur, car à Trouville, nous sommes du domaine du bucolique, d'un autre temps, figés dans les racines du vieux chêne et maîtres des feuilles. Au loin courent des bourgeons, le vent ne les a pas tous ratissés, mais les derniers ne sont déjà plus jeunes. Une plage aux cailloux dissous de sabliers, des planches en bois semblables à toutes autres, mais qui valent à la plage sa distinction de Normandie. À ma gauche, l'eau roucoulante, à ma droite, la haie de maisons de maître. Fantasmagorique. Immensité, curiosité que mon visage mitraille, façonne. Ma sœur m'a confié convoiter une de ces maîtresses du temps et de la tradition. Il faudrait qu'elle se trouve hors de tout peuplement, ornée d'une haie la dissimulant. Cela ou sinon son étiquette de valeur, entendue, me serait collée en rougeoiement sur la peau. J'acquiesce. Ces bâtisses m'attiraient. Mais ma préférence allait à celle courant les escaliers entre cette ville haute et cette ville basse du Havre. Ces matrones ont des figures évocatrices, des figures d'antan, au-delà de leurs congénères de Sainte-Adresse, Deauville, Trouville ou ailleurs. Tu as reconnu les maisons de maître du Havre, ma sœur. J'approuve cette lucidité, mais tout de même, mes mains ont peur de glacer sous de si hauts plafonds. Comment nettoie-t-on un lustre ? Peu nous importe, tu n'en auras pas. Mais tout de même, une belle ferme rénovée, ce serait plus toi, mon Allemande. Sur cette plage de Deauville-Trouville, c'est l'hiver, le calme accompagne, l'ami est devant ou derrière, son esprit bouillonne de ces capitales du monde dont elle revient à peine. Que cela est calme, elle est triste, elle est paisible, elle est calme. Elle n'est pas ici. Juste un endroit où poser sa tête fatiguée, débordée de nouveautés, pose alors Isadora. Au loin de cette plage, le Havre, magnifique, exubérante, douceur. Sous cet angle, tu m'inspires, ville, 2 tours veillant sur l'unité, une avancée en mer, la fumée de tes cracheurs entuyautés, tu es nette et tu es belle. Colonnades alignées, cylindres de silos, le soleil tape, le vent pétrifie. Deauville, tu m'en veux ? Mon cœur en est à l'autre rive, avancée d'histoire et de reconstruction dans l'océan. 90% de débris, foyer de vie. Parmi les hypnotiques façades chapelées d'aquarelles le long d'un canal, nous franchissons le seuil d'une crêperie, non loin du marché aux poissons. Nous avons droit à la fenêtre, au loin un carrousel. Dans ma vision de l'Azurin, en ce matin du Havre, je te cherche, toi, celui qui vit ma vie, celui qui use et pétrit mon cœur en souffle électrique. Tu es la beauté qui fait... Tu es la beauté qui m'a fait rencontrer l'organe. Ton cœur est dans mes mains et je le chéris pour d'autres lendemains. Carole et Mira, bonjour. Nous sommes au Forum de l'économie positive et je souhaiterais vous entendre sur la table ronde que nous venons d'écouter sur l'entrepreneuriat féminin. Donc vous suivez un master à l'Université du Havre. Pouvez-vous nous préciser lequel ? C'est un master en ingénierie de projet en économie sociale et solidaire. Alors dites-moi un petit peu comment vous réagissez après les paroles que nous venons d'entendre et de la secrétaire d'État, l'égalité entre hommes et femmes et tous ces témoignages. Je pense que c'est une très belle initiative de penser aux femmes parce que il y a une étude qui a montré, je ne sais plus trop laquelle, que quand le revenu de la femme augmente dans le ménage, c'est la consommation qui augmente. Donc c'est une très bonne chose de penser aux femmes dans la mesure où on sait très bien que c'est compliqué. Aux femmes, elles ont moins de chances de trouver du travail déjà que les hommes. Et parce que elles doivent, à un moment donné, elles auront des congés maternité qui font que c'est plus naturel de choisir un homme qu'une femme. Comme ils viennent de le dire, c'est par rapport au financement aussi, les hommes ont plus de chances de trouver un financement que la femme. Donc je pense que c'est
c'est une très belle initiative de penser aux femmes. Dans l'accompagnement, le financement et l'entrepreneuriat, c'est une très belle c'est une très belle initiative pour les femmes, je trouve. Et vous, Mina, est-ce que vous-même, au niveau de vos études, de votre éducation, de vos projets, vos ambitions, vous ressentez cette différence entre hommes et femmes ? Beaucoup plus, vu que je suis d'origine algérienne et je viens d'un pays où la femme est souvent femme au foyer. Et donc déjà la notion d'entrepreneuriat dans mon pays est très mal vue, voire inexistante. Donc à mon arrivée en France, c'est une chose que j'ai découvert, l'entrepreneuriat au féminin. C'est une très belle chose, mais à mon avis, qui reste inexploitée dans sa globalité. Parce que même si la France a beaucoup de droits, donne beaucoup de droits aux femmes, mais néanmoins, les femmes n'osent pas. Et donc l'intervention de la secrétaire d'État est... c'est bien ce que fait votre président, M. Macron, par rapport à ça, mais je pense en action, ce sera beaucoup plus difficile à mettre en place, parce que c'est bien les lois, c'est bien les idées, mais à mettre en place, c'est beaucoup plus difficile. Et d'après ce que j'ai eu comme études et formation, on a vu que les femmes avaient beaucoup plus de difficultés professionnellement déjà parlant. On a vu dans les revenus, dans la place qu'elles tiennent dans la société en général. Par exemple, elles accèdent très difficilement au poste de cadre, etc. Donc, après entreprendre, elles n'osent pas. La loi, je ne pense pas qu'elle puisse faire évoluer les choses. Moi, si je devais donner mon avis par rapport à ça, c'est beaucoup plus de les aider, non pas financièrement, etc., mais à essayer d'ancrer cette idée d'entrepreneuriat. Ils l'ont dit en étant dans les bas âges, etc., mais aussi de les pousser en quelque sorte, même les adultes, par exemple, celles qui veulent se changer de métier, etc. Par exemple, moi, ma mère, elle a été postière pendant toute sa vie. Elle m'a toujours dit qu'elle n'a jamais voulu faire ça. Et elle a fait ça, mais qu'elle aurait aimé faire autre chose, faire de l'entrepreneuriat, etc. Elle aurait aimé faire de la couture, etc. Et elle n'a jamais fait ça par rapport aux préjugés, etc. Et puis le goût du risque qui manque peut-être aux filles, aux femmes. Oui. Au niveau éducation, Carole, vous avez senti, parce qu'il nous disait tout à l'heure que c'est l'école en grande partie qui infuse des idées, il y a des métiers féminins, il y a des métiers masculins. Est-ce que vous avez senti ça, vous aussi ? Je sais pas c'est dû à quoi, mais c'est vrai qu'on commence au cours primaire, il y a relativement le même nombre de filles et de garçons, mais au fur et à mesure des études, on se rend compte que déjà au lycée, les garçons s'orientent plus souvent vers les séries scientifiques que les filles. Je sais pas vraiment c'est dû à quoi. C'est peut-être à l'éducation, probablement, à la maison. Il faudrait voir si vous avez des frères, par exemple. Est-ce qu'ils ont eu la même éducation que vous ? Est-ce qu'ils font pareil, le partage des tâches, bref. Oui. Je suis l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. D'accord. Et j'ai fait une série scientifique. Oui. Mon petit frère, le seul garçon actuellement, le premier, qui a fait des études secondaires et tout, c'est en littéraire. Ah oui, voilà. Et sa petite sœur, elle fait des études scientifiques. C'est complètement à l'opposé de... Comme quoi ça évolue. Oui. C'est bien. Oui. Et vous, Mina ?
Moi j'ai une sœur jumelle. Oui. Une sœur jumelle et 2 grands frères. Et je vais te contredire. Alors, mes 2 frères ont fait des études techniques. Oui. Donc, mon plus grand frère est un ingénieur en automatisme. Et le plus jeune, il a fait, je sais plus, une formation technique. Et moi, je fais des études d'économie. C'est par choix. À la base, j'ai un bac scientifique. Donc, c'est par choix. Par contre, ma sœur qui a un bac en mathématiques, enfin dans mon pays, Oui. ça s'appelle comme ça, et elle est architecte. Oui. Bon, Donc, ça bouge. Ça bouge C'est ça. beaucoup. Donc dans ma famille, on nous a jamais dit, au contraire, on nous a beaucoup poussé à faire des études scientifiques, contrairement aux études dites littéraires. C'est-à-dire dans ma famille, c'est très rare que ce soit pour les filles, que ce soit pour les garçons qui fassent. Voilà. Mais c'est par rapport aux parents qui poussent dans un sens ou un autre. C'est-à-dire que moi, mon père nous a toujours dit « Faites pas des études littéraires ». Donc moi, quand j'ai fait des études d'économie, il me dit « C'est quoi ? J'espère que c'est des maths ». Donc voilà. Oui, Ça oui, oui. Et je pense que ça a Bon. évolué. C'est assez réconfortant. Oui, ça a évolué. Oui, oui. Alors évidemment, la secrétaire d'État fait une allusion, je crois, au partage des tâches aussi, comment, pas seulement les congés de maternité, mais aussi comment les femmes pouvaient avoir une double vie. Donc c'est des freins, peut-être quelque part, à créer une entreprise. Oui. C'est un très grand frein parce que ma mère qui bossait, mon père qui est un peu macho, et comme tous les garçons, comme tous les hommes en général, pour les tâches ménagères, etc. Et je pense que les hommes sont pas faits pour ça. Alors bon. Non, à la base, qui sont pas. Enfin, chez les femmes, c'est inné, c'est éduqué. C'est éduqué. C'est culturel. Voilà. Ouais. Et par contre, par exemple, mes 2 frères, en venant d'Algérie, ça savaient rien faire. Mais quand ils sont en France, ils vivent seuls. Donc ils ont tout appris. Maintenant, ils me dépassent largement. Ils savent faire des plats mieux que moi. Et ils sont très rapides dans le ménage. C'est-à-dire que ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça Voilà. s'apprend. C'est ça. Mais néanmoins, quand je suis à la maison, ils font rien. Aïe, aïe, aïe. Reviens au galop. Voilà. Et vous, Carole? Dans notre éducation, il n'y a pas eu de différence entre... Ah oui. Oui. Bon. Entre les garçons et les filles, non. Tous les matins, on partageait les tâches ménagères. Chacun savait ce qu'il devait faire et tout. Et mon petit frère, il cuisine très bien. Parce que quand je suis rentrée à l'université, j'ai quitté la maison. Donc, il était juste derrière ma selle cadet, il a pris les rênes de la maison. Parce que ma mère, elle est entrepreneur, elle a sa petite entreprise. Donc, elle quitte très tôt la maison et elle revient le soir. Donc, voilà. c'était un peu ça. Il n'y a pas eu de D'accord. différence. Donc, finalement, cette table ronde vous a complètement parlé. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Puis, bonne journée, bonne continuation de ce forum. Au revoir. Voilà, Viva Culture est terminé. On se donne rendez-vous dimanche prochain, le 29 octobre à 11h, pour une nouvelle émission d'une demi-heure. D'ici là, nous irons au cinéma Le Studio. Nous emmènerons nos enfants ou nos petits-enfants voir le dessin animé Brisby et le secret de Nîmes de 1982. Ou bien nous irons voir ou revoir l'œuvre culte de Todd Browning, le film Freaks, qui date de 1932, qui a marqué durablement le cinéma, puisque il a influencé depuis Fellini jusqu'à David Lynch ou Tim Burton. Et c'est un film qui met en scène des comédiens atteints de diverses malformations qui étaient pensionnaires du cirque Barnum, et c'est un film qui effectivement sur le moment a choqué évidemment aux États-Unis parce que
Il montre frontalement les anomalies physiques, mais surtout interroge sans concession la frontière entre humanité et monstruosité. C'est un film qui a retrouvé un éclairage tout à fait très important dans les années 70, puisque c'était après la guerre du Vietnam, avec les images choquantes d'un film par exemple comme Johnny Got His Gun, dont vous vous souvenez, qui dénonçait les horreurs de la Première Guerre mondiale. Donc les horreurs de tout conflit armé, qui trouvait sa résonance avec le film de Todd Browning. Voilà, bon cinéma. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.